Le système juridique américain est une machine à tuer. Depuis près de 4 siècles, il a perfectionné l'art de la mort sanctionné par l'État. Chaque méthode promettait des progrès, mais toutes finissaient dans le sang. L'Amérique a toujours perfectionné sa façon de tuer. Mais laquelle est la pire façon de mourir? Dans cet épisode de The Infographics Show, nous allons explorer toutes les méthodes d'exécution utilisées aux États-Unis. D'abord, face au mur, le peloton d'exécution, ou fusillade si vous préférez, comment ça marche? Les détails ont changé au fil du temps, mais aujourd'hui, cela se passe comme ceci. On vous mène dans la chambre d'exécution, et on vous attache à une chaise équipée d'une housse amovible. On vous mettra une cagoule sur la tête, et une cible en papier sera épinglée sur votre poitrine. 3 tireurs d'élite entrent dans la chambre avec des fusils. Pas de bruit ni compte à rebours, seulement le silence. Puis, ils tirent ensemble et vous perdez tout votre sang en minutes. Parfois, un ou plusieurs fusils sont chargés à blanc ou avec des balles en cire. On parle alors de diffusion de responsabilité. Aucun des bourreaux ne sait qui a tiré le coup fatal, et personne n'a apporté tout le poids d'avoir ôté une vie dans l'exercice de ses fonctions. Cela peut sembler étrange aujourd'hui, mais le peloton d'exécution était autrefois une méthode d'exécution courante. Au moins 145 civils ont été exécutés par peloton d'exécution aux États-Unis, sans compter les innombrables soldats fusillés pendant la guerre d'indépendance et la guerre de sécession. La première exécution par peloton en Amérique a eu lieu à Jamestown, Virginie, en 1608. À ce moment, le capitaine George Kendall a été fusillé pour mutinerie. Au cours des siècles qui ont suivi, l'exécution par peloton d'exécution est devenue une punition courante dans l'armée pour désertion. Les exécutions étaient conçues pour être un spectacle public, afin d'inspirer la peur chez les autres soldats et de les empêcher de rompre les rangs. Selon certains historiens, environ 185 soldats ont été fusillés pendant la guerre civile. Un rappel de sa popularité. Après 1860, presque toutes les exécutions par peloton d'exécution ont eu lieu dans l'Utah. En 1913, faute de volontaires pour un peloton d'exécution au Nevada, une machine a été construite pour cela. Conçue pour tirer 3 fusils en même temps, une série d'exécutions ratées a retourné l'opinion publique contre le peloton d'exécution, la plus tristement célèbre, ayant eu lieu en 1877, lorsque Wallace Wilkerson a été touché à plusieurs reprises, mais laissé à mourir lentement, après que ses bourreaux aient manqué leur cible. Il lui a fallu 15 minutes d'agonie pour mourir. En mars 2025, Brad Sigmund a été exécuté pour le meurtre des parents de son ex-petite amie avec une batte de baseball. Son exécution par peloton d'exécution en Caroline du Sud a mis fin à une pause de 15 ans aux États-Unis dans l'utilisation de cette méthode, attirant des journalistes de grands médias à travers tout le pays. Jeffrey Collins, de l'Associated Press, a décrit comment la cagoule a été placée sur la tête de Sigmund. Un rideau noir s'est ouvert là où 3 tireurs volontaires du système pénitentiaire attendaient. Après 2 minutes d'attente, un coup de feu a retenti. Le corps de Sigmund a sursauté, sa poitrine s'est soulevée 3 fois puis plus rien. Un médecin de la prison s'est avancé, l'a examiné et l'a déclaré mort. Tout bien considéré, cela semble plutôt indolore, non? La mort par peloton d'exécution est ironique. Tirer sur une personne attachée à une chaise paraît viscéral, brutal et sanglant. Bien plus cruel que d'autres méthodes abordées aujourd'hui. Et pourtant, pour la personne exécutée, c'est souvent l'une des façons les plus rapides et les moins douloureuses de mourir. Les partisans citent cette efficacité comme preuve de son humanité. Nous mentirions en disant que le peloton d'exécution est agréable. Il vous tue simplement par balle. Plus récemment que Brad Sigmund, l'exécution du tueur en série Michael Maddy a eu lieu en 2025. Celle-ci ne s'est pas aussi bien passée. Comme Sigmund, Maddy a été abattu en visant la cible sur son cœur. Il a crié puis gémi de douleur pendant 45 secondes en se vidant de son sang après les tirs. Il lui a encore fallu 80 secondes pour mourir. Si le système pénitentiaire voulait des morts plus humaines, les bourreaux viseraient de la tête. Un tir unique mettrait instantanément fin à la vie, bien que ce soit plus salissant. Mais cela ne changera probablement pas bientôt. La culture américaine a de profonds tabous concernant la préservation du visage pour les funérailles à cercueil ouvert. Ici, le confort du public prime sur celui du condamné. Mais si vous cherchez un juste milieu parfait, à la fois douloureux pour le condamné et profondément inconfortable pour tous les spectateurs, vous allez adorer notre prochaine méthode d'exécution typiquement américaine. La chaise électrique, la vieille étincelle, la ligne verte, chevaucher la foudre. Celle-ci est une telle institution que ses surnoms sont emblématiques. Des morts, comme celle de Wallace Wilkerson, ont conduit à une méthode jugée plus humaine, mécanique, impersonnelle et miséricordieuse. En théorie, il suffirait d'actionner un interrupteur et de laisser le système agir, au lieu d'appuyer sur la gâchette. Voici comment cela fonctionne.
Des électrodes sont attachées à la tête et aux jambes du détenu. Le corps du détenu agit comme un transistor humain, conduisant un fort courant électrique pendant 2 minutes, rendant l'épreuve plus longue que la mort, par peloton d'exécution, même dans le meilleur des cas. Dans les premières versions de la machine, une calotte métallique était placée sur la tête du détenu. Au lieu d'électrodes, avec une solution saline ajoutée pour améliorer la conductivité, il existe aujourd'hui un équivalent moderne, un gel conducteur appelé électrocrème, appliqué sous les électrodes. On croyait autrefois que la mort survenait parce que le cerveau était littéralement cuit à l'intérieur du crâne. Dès 1899, on a établi que la cause réelle était une défaillance cardiaque. L'État de New York fut le premier à adopter la chaise électrique comme méthode d'exécution plus humaine grâce à l'électricité. Après plusieurs électrocutions accidentelles dues à un câblage négligé, le dentiste Alfred P. Southwick et le docteur George E. Fell ont testé la première version de la machine sur des centaines de chiens errants. Il peut paraître surprenant qu'un dentiste ait participé à sa conception, jusqu'à ce qu'on découvre que le premier prototype était un fauteuil de dentiste. Thomas Edison, inventeur, soutenait aussi l'exécution par électrocution. Et il a fortement soutenu le courant alternatif comme méthode idéale pour cela. Était-ce parce que c'était la meilleure méthode ? Pas vraiment. C'était parce que les concurrents d'Edison dans le secteur de l'électricité utilisaient le courant alternatif, alors que lui utilisait le courant continu. Il voulait montrer que le courant alternatif était trop dangereux pour un usage commercial. Pourtant, la chaise électrique a eu des débuts bien plus difficiles que le peloton d'exécution. La première utilisation réelle de cette méthode a été traumatisante pour tous les participants. En 1890 à New York, William Kemmler, un homme déficient intellectuel, est entré dans l'histoire par son exécution horrible et inédite. Quand la décision d'utiliser la nouvelle chaise électrique a été prise, l'équipe juridique de Kemmler a mené campagne contre cette méthode. Ils estimaient que cela constituerait une peine cruelle et inhabituelle, ce qui est interdit par la Constitution américaine. Mais cet appel est tombé dans l'oreille d'un sourd, apparemment parce que tout le monde était simplement très impatient de voir ce qui allait se passer. La Cour suprême a jugé qu'une peine n'est cruelle et inhabituelle que si elle cause une mort douloureuse et prolongée. Gardez cela en tête, cela va être important. Un instant plus tard, Kemmler fut attaché à la chaise, telle une attraction déprimante de Disneyland. Ses derniers 6 mots, avant qu'on lui mette la cagoule sur la tête et qu'on actionne l'interrupteur, furent « Faites-le correctement. Je ne suis pas pressé. » Il a subi une forte décharge électrique pendant 17 secondes. Quand les techniciens se sont approchés du corps, Kemmler a gémi de douleur. Il était vivant, ce qui a paniqué tout le monde. Une personne dans la foule s'est mise à crier « Remettez le courant! Remettez le courant !» Alors ils l'ont fait à l'intensité maximale, et ils ont juste espéré que ça suffirait. Après 2 minutes à griller Kemmler, l'odeur de sa chair brûlée a commencé à se répandre dans la chambre d'exécution, enveloppant tout le public. Certains témoins se sont évanouis tellement la scène était horrible. D'autres ont eu de violentes nausées et ont commencé à vomir, ce qui a rendu la situation encore pire. Les journaux new-yorkais ont été impitoyables, qualifiant l'incident d'historique, bâclé, dégoûtant, écœurant et inhumain. Entre 1973 et 2013, il y a eu 158 exécutions à la chaise électrique, et il y en a eu plusieurs autres depuis. 10 ont été des cauchemars ratés, comme ce qui est arrivé au malheureux William Kemmler. 9 ans plus tard, Martha Place serait la première femme exécutée à la chaise électrique. Une victoire pour le mouvement féministe et l'égalité des sexes. La chaise électrique fut longtemps la seule méthode d'exécution au Nebraska, jusqu'à ce qu'elle soit déclarée inconstitutionnelle en 2008. Le juge associé de la Cour suprême des États-Unis, William Brennan, a un jour décrit de façon saisissante ce que l'on ressent en assistant à une exécution sur la chaise électrique. Il a dit que le corps subissait des changements drastiques et parfois horribles. Les prisonniers vomissaient et bavaient souvent. Leur peau devenait rouge vif et se tendait lorsque le courant les traversait. Dans certains cas, le condamné prenait feu à cause des températures intenses. La chaise électrique est encore utilisée dans 7 États, dont l'Alabama, la Caroline du Sud et la Floride. Il est clair que les États-Unis ont connu de nombreuses méthodes d'exécution au cours de leur histoire relativement brève. Des 3 méthodes actuelles évoquées, à bien d'autres désormais abandonnées. La dernière exécution par chambre à gaz date de 2024 avec Kenneth Eugene Smith, tué par hypoxie à l'azote en Alabama. La dernière pendaison a eu lieu en 1996. Aujourd'hui, seul le New Hampshire propose encore cette méthode d'exécution.
Mais les horreurs de toutes ces méthodes pâlissent en comparaison de la gravité de mourir par injection létale. Plus de 1400 personnes ont été exécutées par injection létale depuis 1976. La plupart ont eu lieu au Texas, où 593 détenus ont été exécutés ainsi. Au Texas, même le nombre de morts est plus élevé. L'injection létale a été, de loin, la forme d'exécution la plus populaire depuis son introduction en 1977. Ceci est en partie dû au fait qu'elle est beaucoup plus rentable que les autres méthodes, tout en étant moins visiblement sanglante que la pendaison ou la décapitation. Comment cela vous tue-t-il vraiment ? C'est un processus en 3 étapes, avec l'administration précise de divers médicaments. D'abord, le sédatif, souvent le midazolam, un produit controversé ayant suscité des réactions négatives. Thomas d'Arthur, prisonnier en Alabama, a expressément demandé à être fusillé plutôt que de mourir ainsi. Bien sûr, cette demande a été rejetée, et il a été exécuté par injection létale. Dans l'Arkansas, le médicament est injecté par 2 sites intraveineux, pour éviter qu'une défaillance veineuse ne prolonge et n'aggrave la douleur de la mort. Après tout, cela va déjà être douloureux, même si rien ne se passe mal. Une défaillance veineuse a rendu la mort de Clayton Lockett en 2014 très douloureuse. Il a souffert et lutté 43 minutes avant de mourir. Après le sédatif, on donne le paralysant qui immobilise la victime. Comme certaines victimes se sont réveillées pendant l'exécution, cette procédure est donc nécessaire. Le bromure de coronium est le médicament de choix de l'Arkansas pour s'assurer que les détenus restent physiquement figés juste avant qu'ils n'injectent le produit létal. Lorsque les victimes sont totalement sous l'effet du sédatif et du paralysant, il reste à injecter une forte dose de chlorure de potassium dans leurs veines. Dans un scénario idéal, cela arrêtera rapidement le cœur. Mais avec les injections létales, il y a eu un très grand nombre de scénarios loin d'être idéaux. Parce que, même si littéralement tout se passe bien, il y a de très bonnes raisons de croire que le processus reste exceptionnellement douloureux et désagréable. Un fait troublant est que les drogues mortelles sont souvent administrées par des volontaires, ayant peu ou pas de connaissances médicales. Les médecins violeraient leur serment d'Hippocrate s'ils s'impliquaient. C'est pourquoi la plupart des chimistes et pharmacologues hésitent à conseiller une combinaison chimique idéale pour une mort indolore et efficace. Cela pourrait nuire à leur réputation dans leur pays et leur causer des problèmes juridiques à l'international. Nous en reparlerons bientôt. Les autopsies des personnes mortes par injection létale ont donné des résultats très troublants. Des médecins ont constaté un œdème pulmonaire, soit du liquide dans les poumons et les voies respiratoires. Les poumons des personnes exécutées par injection létale étaient presque 2 fois plus lourds que la normale, signe que le cocktail chimique a inondé leurs voies d'eau respiratoire de sang et de plasma. Beaucoup se sont sans doute noyés dans leur sang, conscients mais totalement paralysés. Outre la cruauté et la brutalité de ces méthodes, les injections létales ont eu quelques usages pratiques uniques. En 2011, l'une des principales entreprises du paralysant utilisée pour la plupart des injections létales a déplacé son siège en Italie, où la peine de mort est interdite. La loi italienne interdisait l'envoi du médicament aux États-Unis s'il servait aux exécutions, contraignant ainsi les bourreaux américains à chercher une solution. Ils ont trouvé un pharmacien en Angleterre, mais cette option a disparu en 2011. À ce moment, le gouvernement britannique a interdit l'exportation de médicaments pour la peine capitale. L'injection létale reste la méthode d'exécution la plus courante, mais l'innovation persiste. Imaginez les méthodes avancées que le gouvernement américain pourrait créer pour exécuter les prisonniers à l'avenir est fascinant. Nous avons vu toutes les méthodes d'exécution utilisées aux États-Unis, mais qu'en est-il de la personne chargée de les appliquer ? Regardez. Qu'est-ce que ça fait d'être un bourreau dans le couloir de la mort ? Pour entrer dans l'esprit de celui qui actionne l'interrupteur, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.